Donc, peut-être avant de commencer avec la présentation, je présente vite moi-même. Ouli Amos, je suis membre de la coopérative Équilibre depuis 2013. J'ai commencé en tant que futur habitant et en 2014, ils m'ont proposé de piloter le premier grand projet de 3 immeubles au Verger. Premier grand parce que c'est le double du précédent. Je vais vous présenter, entre autres, ces projets des vergers aussi au niveau du quartier. Euh, J'habite aujourd'hui au Verger, j'ai mon bureau d'architecte au Verger et je travaille toujours pour la coopérative en tant que pilote de projet sur des nouveaux projets en cours. Et, euh, et voilà. J'ai déjà eu une monstre introduction, donc les attentes vont être assez importantes. Donc, je vais essayer de répondre à un maximum de questions d'attente et j'espère que ça va vous plaire. Euh, donc, voilà, une première image de Crécy, c'est assez bucolique. Donc, ça, c'est l'épaule de Crécy, de notre premier immeuble. Si jamais, n'hésitez pas de poser des questions si j'utilise des paroles que vous ne dites rien parce que on a parfois des abréviations qui pour nous, ça, c'est logique, mais pour vous peut-être un peu moins. Donc, n'hésitez pas. Voilà, la coopérative Équilibre, elle a été créée en 2005. Disons, la charte a été écrite en 2005. Officiellement, ça a été créé en 2007. Ou le nom équilibre vient de la Constitution fédérale de la Confédération suisse qui parle d'un équilibre durable entre la nature et ce qu'elle peut nous fournir et ce que nous on utilise. Et ça, c'était vraiment un point super important pour le fondateur. C'était 5 familles. De se dire et de faire le constat à l'époque que déjà au niveau mondial, on est loin de la biocapacité, mais au niveau suisse, c'est encore pire. On utilise à peu près 4 fois et demi ce que le pays peut nous fournir à long terme. Et donc, de chercher des solutions pour aller à l'encontre de cette situation et disons, du risque qui peut être généré par cette surconsommation. Peut-être je fais juste un mot sur les coopératives parce qu'après je risque de l'oublier. Nous, on fait en Suisse la différence entre la coopérative tout court et la coopérative participative, avec la différence que la participative implique ses membres en général dès le début du projet et ils participent aux décisions, parfois à la construction et surtout à la gestion des projets après la fin des constructions. Après, ils n'ont pas un statut juridique différent. La coopérative en soi, au niveau juridique, c'est un membre, une voix. Il y a un conseil d'administration qui est élu par l'Assemblée générale, qui reste toujours l'organe le plus important. Et dans notre cas, nous, depuis 5-6 ans, on a créé une structure qui s'appelle le bureau avec 7 professionnels à temps partiel qui gèrent d'une côté la coopérative elle-même et les différents projets en cours. Et, euh, et voilà. Et ensuite, juste peut-être je l'ai dit déjà, par rapport au financement pour les membres payent des parts sociales. Ils doivent acheter une part sociale à l'entrée pour devenir membre. Et en Suisse, je ne sais pas comment c'est en France, en Suisse, il y a la particularité qu'on peut devenir membre d'une coopérative seulement si on est suisse. Euh, Habitant ou citoyen d'un pays membre de l'Union européenne avec un permis B ou du reste du monde avec un permis C. Donc, c'est assez restreint parce que c'est considéré un accès de la propriété sur du logement pour éviter qu'il y ait des abus. Il y a ces règles, ça s'appelle la lex scolaire, qui fait qu'à la fin, notre population est quand même un peu limitée au niveau de la diversité. Voilà, la coopérative équilibre. Ce qui est en vert, vous pouvez bien imaginer, c'est les projets qui sont réalisés. On a le premier projet Crécy, le deuxième Soubeyran et le troisième Les Vergers. Les autres, ils sont tous en cours, plus ou moins vite.
On a un projet Croix de Rosan, c'est tout en bas. C'est le premier projet où on achète les terrains. Tous les autres projets sont sur des terrains publics, ou communal ou cantonal. C'est toujours ce qu'on appelle chez nous un droit de superficie. Je ne sais plus, Franck, l'équivalent en France, c'est un bail. Oui, c'est le bail emphytéotique. Parfait, merci. C'est-à-dire alors? Parce qu'un bail emphytéotique, c'est sur une durée de 100 ans, c'est ça? Oui, c'est Exactement. ça, 99 ans. Donc, le foncier reste effectivement public. Oui. Donc, chez nous, c'est le cas. Il y a un minimum de 30 ans selon la loi. Ça peut aller jusqu'à 100 ans et c'est renouvelable. Après, il y a plein de disons, conditions et une rente qui est en général, en tout cas pour Genève, entre 3 et 5% de la valeur du terrain. Ce que, dans la situation de Genève, reste très intéressant parce que le terrain est extrêmement cher et on ne pourrait jamais se permettre d'acheter ça en tant que maître d'ouvrage d'utilité publique. De l'autre côté, on paye 3 à 5 fois la valeur du terrain en 100 ans. Donc, il y a aussi les entités publiques ont tout à fait un bénéfice dans ces marchés. Je vais commencer avec les 3 projets qui sont déjà existants. Le premier, c'est Crécy, construit en 2010-2011. Ici, quelques impressions, mais déjà quelques années plus tard, on voit c'est déjà bien vert. C'est 13 appartements et leur spécialité, comme tous nos projets, il y a un projet d'assainissement alternatif décentralisé. Chaque appartement a des toilettes sèches avec un composteur au sous-sol et les eaux grises sont traitées dans une phytoépuration dans les jardins. Et ça a permis, si on regarde la gauche, de réduire l'empreinte écologique des habitants des Crécy. Ce n'est pas forcément valable pour tous les autres projets, mais des Crécy quasi à moitié de la moyenne suisse, parce qu'on économise beaucoup d'eau. On a un bâtiment très performant, c'était les premiers bâtiments MinerJP Eco en canton de Genève. Ce bâtiment, il n'y a aucune place de parking. On travaille toujours sur un système d'autopartage et ici, ils ont pu louer des places dans le quartier au lieu de créer un sous-sol. Et voilà, c'est tous des petits facteurs qui font que ces bâtiments permettent, sans un effort important, aux habitants d'avoir la bonne conscience de réduire leur empreinte écologique. Par le fait d'avoir des toilettes sèches, ils économisent une centaine, disons 120 litres à peu près d'eau par jour. Si vous calculez ça sur l'année, ça fait des très, très grandes quantités d'eau potable qui sont économisées. Ici, juste un petit schéma de comment fonctionnent les toilettes sèches. Chez nous, on sépare les fesses et les urines pour le revaloriser, ou bien en tant que compost, ou bien en tant que ce qu'on appelle le pitribon chez nous. C'est une espèce d'engrais à la base d'urine qui, si tout va bien, on peut bientôt homologuer au niveau suisse en tant qu'engrais et utiliser dans l'agriculture. Aujourd'hui, c'est que utilisable dans le privé. Voilà, ça c'est la toiture du cabanon à vélo qu'ils ont utilisé aussi maintenant comme potager et qu'ils alimentent bien avec leur compost. Et on voit ça pousse bien. Le deuxième projet, arrivé 3 ans plus tard, sur un terrain de la ville de Genève en centre-ville, c'est Soubéron. C'est un projet où on partage avec une autre coopérative, Luciole, c'est 38 appartements avec un rez-de-chaussée avec des activités commerciales. C'est un bâtiment qui est, des premières vues, semble très peu écologique, mais soyez pas déçus si vous voyez qu'à la fin, c'est pas ça. Juste par rapport au plan, ce qui est particulier ici, c'est un plan avec des rues intérieures.
voit peut-être plus dans ce schéma-là. C'est-à-dire, on a 3 cages d'escalier, mais on n'a qu'un ascenseur, ce qui n'est normalement pas légal à Genève. Dès qu'on a 3 étages, il faut un ascenseur. Mais cette petite maniclette de créer une rue supérieure au R+3, ça a permis d'installer un seul ascenseur pour l'ensemble du bâtiment. Dans ce bâtiment, 38 appartements, comme je disais déjà, 6 étages, 2 salles communes, 3 chambres d'amis, 3 chambres flex, plutôt commerciales, un rez-de-chaussée commercial, leur propre station d'épuration dans le jardin. Je vous montrerai après des images. Et c'était un des premiers projets qui se base sur l'autoconsommation de l'énergie photovoltaïque à Genève. Donc, ils ont créé, ou on a créé ensemble, une coopérative qui s'appelle Enerco, qui gère les panneaux, la consommation et la facturation pour les habitants qui consomment en direct. Ce qui rend cette façade ou ce bâtiment écologique, même si de première vue, on voyait que du béton, c'est la vraie façade et elle est en paille. C'est un bâtiment structure béton, façade paille, parce qu'on ne peut pas avoir un produit inflammable en façade et une structure qui peut brûler à Genève. C'est assez particulier. Dans d'autres cantons, c'est tout à fait différent. Donc, ils ont dû faire une structure porteuse en béton. Ils ont pu travailler sur les façades ensuite avec des caisses en paille ou de la paille directement, des bottes directement mises sur place où il y avait les balcons. Là, on voit la production des préfabriqués dans les garages. Et à droite, après, le préfabriqué posé en façade par une grue. Ils sont finis à l'intérieur avec un crépi, un enduit de terre. Et à l'extérieur, ensuite, les chantiers, l'entreprise a fait un crépi à la chaux pour protéger la paille contre les rongeurs, mais aussi par rapport à l'humidité. Fini, c'est à peu près ça. C'est un bâtiment très, très apprécié qui a été publié beaucoup à Genève pour montrer que la vie peut être un peu plus colorée que dans beaucoup de logements. Ici, vous avez des images de l'intérieur. Donc, on a des logements assez classiques, mais en même temps pas très classiques. On travaille avec des matériaux différents. En bas à droite, vous voyez aussi des murs en terre crue, briques de terre crue. On a du bois dans les cages d'escalier parce que c'est pour nous une prolongation des espaces privés et pour être plus convivial dans ces espaces-là, on a décidé de mettre le parquet un peu partout. Et en tout cas, c'est un lieu où on peut bien vivre. Dans les jardins, on a la station d'épuration. Je crois que j'ai pas pris des schémas, mais si jamais ça intéresse quelqu'un, je peux vous l'envoyer. Les toilettes dans cet immeuble, c'était impossible de faire des toilettes sèches sur une hauteur de 7 étages. Donc, on a installé des toilettes à séparation qui amènent toute la matière dans cette steppe dans le jardin. Et pourquoi c'était pas possible sur cet étage? Oui, parce qu'à partir de 3 étages, disons 3 étages, c'est la limite pour 2 raisons. Une, à chaque fois, ça doit être un tuyau qui est complètement vertical d'un diamètre de 30 cm. Et ça enlève énormément de place si on fait ça sur plusieurs étages, surtout par rapport à, disons, à l'étage 0 ou au premier étage. Et l'autre problématique est que si la matière elle tombe de trop haut, elle explose à l'arrivée en bas et elle tapisse juste les parois du composteur et les vers qui compostent, ils ne peuvent plus rien faire parce que c'est comme du béton. Donc, on ne peut pas composter en bas. On est allé en Suède visiter d'autres projets avec l'Aquatron et d'autres systèmes. On a testé ça en chantier, ça n'a pas marché. Et à la fin, on a trouvé un monsieur génial, monsieur Philippe Maury-Eugénou, biologiste. On le voit, ce monsieur-là.
qui a travaillé beaucoup sur de cabanes en montagne et a développé une vingtaine de systèmes de toilettes alternatifs. Et lui, il a développé ça. On a un grand filtre biologique pour les matières plutôt dures. C'est un lombricompostage. Et on a 2 petits filtres à côté pour les eaux grises. Et tout reste sur place. Il y a un raccordement au réseau public en cas d'urgence, en cas de problème. Mais normalement, ce bâtiment, il est autonome. Ce qui nous a permis de payer que 1 franc sur 11 par mètre carré surface brute de plancher au niveau des taxes de raccordement. Et il paye seulement la moitié du prix du mètre cube d'eau parce qu'il n'y a pas d'évacuation d'eau usée. Donc ça peut être vraiment un avantage financier et en plus, c'est autogéré et l'entretien de ces systèmes est beaucoup moins cher que l'entretien d'un système public à long terme. Et l'idée était de développer un tel système, entre autres, pour des quartiers où il n'y a pas des réseaux publics ou un réseau public qui est sous-dimensionné, donc où il ne faut pas trop charger les réseaux existants. Le 3e projet, donc ce que j'ai piloté, c'est le projet des vergers. C'est assez particulier parce que c'est un projet, un quartier de 1250 logements, 3500 habitants, au bord de la ville de Genève, entre l'aéroport et la frontière. C'était une zone agricole, je vous montre après les plans, une zone agricole jusqu'en 2012. En 2001, la Confédération a décidé qu'il y a un potentiel de développement dans cette zone. Ensuite, la commune a décidé de construire du logement parce que c'est une commune qui s'est beaucoup développée dans le passé. Et la commune, elle était propriétaire de 47,5% des terrains. Et elle avait l'intelligence de dire qu'elle veut donner ça à plusieurs maîtres d'ouvrage d'utilité publique. Donc, elle a fait un appel à candidature aux fondations et coopératives ou toutes sortes de maîtres d'ouvrage d'utilité publique qui devaient faire un dossier avec un projet social ou écologique. Elle a retenu cette coopérative et la fondation communale avec l'obligation de faire un concours d'architectes. Et ici, vous avez les images des projets sortis de ce concours. Nous, avant même d'avoir ces résultats de concours, on a commencé à travailler avec nos habitants. On a écrit le programme du concours d'architecture ensemble avec les premiers intéressés qui n'avaient pas encore d'attribution d'appartement. On a travaillé avec Xavier Destopani, qu'on voit là au milieu de l'image, sur la question quel est notre logement de rêve, le cauchemar d'un logement et ce qu'on veut retenir pour à la fin faire vraiment notre bâtiment. Et donc, il y avait combien d'habitants au départ qui étaient... Voilà, il y avait une vingtaine de gens qui ont participé au début pour écrire les concours, les programmes du concours. Qui s'étaient déjà engagés pour habiter dans ces logements? Qui étaient surtout intéressés parce qu'après, ils n'avaient pas encore d'attribution. Chez nous, il y a des phases d'attribution. On peut s'engager et intéresser pour un projet, on a, disons, avant, mais on n'a aucune garantie d'être futur habitant, disons, d'avoir un appartement un jour. Et dès qu'il y a une phase d'attribution, notamment quand on signe, par exemple, les contrats de droit de superficie, là, on attribue 50% de logements et les gens, ils émettent une candidature et ils reçoivent la réponse qu'ils sont pris ou pas et après, ils s'engagent en général un peu plus parce qu'ils savent qu'ils ont un appartement. Et après, à l'ouverture du chantier, on attribue les prochains 30% et les derniers 20% à peu près à l'entrée, disons, à la fin du chantier. Mais on n'a jamais fermé la participation aux gens qui ne sont pas attribués. Donc,
ils peuvent toujours participer s'ils sont intéressés. Donc, avec Xavier, on a écrit le concours, les programmes de concours. On a fait un MEP, un mandat d'études parallèle, avec 5 bureaux présélectionnés par les futurs habitants, mais avec un jury complètement professionnel. Disons, pas complètement professionnel, mais dans le sens de la norme SIA, donc de la Société d'ingénieurs et architectes suisse. C'est-à-dire il y avait une majorité de professionnels indépendants du maître d'ouvrage et le reste, c'était ou des spécialistes ou des gens de la coopérative. Et le projet choisi, c'était à l'unanimité le projet du bureau Liengme Meshkat Baïflopante. C'est ce en bas ici, les blancs au milieu en bas. Et vous verrez, à part la couleur qui a changé, le projet est resté assez fidèle à lui-même. Pour le projet, juste quelques petits détails. On est un bâtiment, un coopératif, pardon, sans voiture privée. Donc, particularité chez nous, on a des grands locaux vélos qui sont au rez-de-chaussée, toujours bien accessibles. On a beaucoup de locaux communs. Ici, on va quelques-uns, notamment la salle commune, le Pantoffelbar, l'atelier de bricolage. À gauche, en bas, on voit 2 salles de musique pour nos musiciens professionnels. Et tout ce que vous voyez en rouge, c'est des surfaces commerciales qui sont louées à des personnes de la coopérative, mais aussi à des personnes extérieures à la coopérative. Ici, un plan d'étage, juste pour dire que les concepts de base étaient que quand vous entrez dans votre logement, vous avez tout de suite une vue vers l'angle. Ça se voit toujours là. En entrant, on a toujours une vue directement vers l'extérieur. Et ça c'était un grand souhait des architectes pour dire, on a toujours une connexion visuelle avec l'extérieur et on n'a pas la sensation d'être enfermé quelque part. Et ça, ils ont tenu, à part quelques appartements mono-orientés sur quelques étages mono-orientés sud, tous les appartements ont cette spécificité. Il y a aussi une grande rigueur, mais en même temps une grande flexibilité. Ça, vous voyez, par exemple, on a des installations toujours concentrées aux mêmes endroits, mais en même temps, on a la possibilité, par exemple, d'agrandir ou de réduire les appartements, disons, de positionner les murs entre appartements assez librement et de créer des tailles d'appartements très différents. Ça, c'était très, très, très chouette pendant la phase projet d'exécution parce que ça nous a permis de modifier encore la taille des appartements en fonction des besoins de la coopérative. Voilà, ça, juste une image de la façade, une petite explication sur la construction parce que là aussi, on avait une idée très précise. C'est un bâtiment qui a 2 rez-de-chaussée parce qu'on est dans la pente, 2 rez-de-chaussée en béton. À partir du premier balcon qu'on voit là, on est dans une construction mixte, c'est-à-dire on n'a que la cage d'escalier en béton et le reste, c'est des dalles mixtes bois-béton et des façades en bois porteuse. Le tout isolé encore avec la fibre de bois et avec un crépi à la chaux. Ici, quelques photos où vous voyez un peu les détails pendant la construction, mais je vais aller assez vite. Le bois, il est 95% local, c'est-à-dire à Romandie, donc ce n'est pas très, très grand. Il y a uniquement le bois des balcons qu'on voit là, c'est la mélèze. Ce bois-là, il venait de l'Autriche. Tout le reste vient des forêts de la Gruyère. Et ça a été produit sur place dans des usines et après porté ici. Voilà, juste quelques images du chantier. Donc, l'idée était vraiment de réduire le béton où c'est possible. Donc, on a des dalles béton seulement de 12 au lieu de 25 cm.
Si quelqu'un après a envie de savoir plus sur ça, on peut toujours retourner. Voilà, quelques images. Combien d'appartements dans cette opération? C'est 65 appartements. C'est dans 3 immeubles. Ah, d'accord. Ouais. Et ici, juste un petit mot sur, ou une petite graphique sur la participation à partir du moment que le chantier était ouvert. On a la cérémonie de la première pierre en octobre 2016. C'est le dernier bâtiment qui a été commencé là. On a un chantier participatif où les habitants ont monté toutes les cuisines des 65 appartements avec les menuisiers qui avaient le contrat pour les cuisines. En chantier participatif, on a fait beaucoup de pique-niques où on a décidé ensemble comment organiser la suite, mais aussi, par exemple, comment trouver 1 million d'économies, parce qu'à un moment donné, on était 1 million au-dessus du budget. Et ensemble, avec les architectes et les habitants, on a décidé où couper. Après, on a eu la chance qu'on a tout pu récupérer et à la fin, fini même avec un résultat positif. Une petite question, les dalles de 25, en général, on fait ça parce que du point de vue acoustique, ça permet d'avoir vraiment du calme entre les 2 étages, alors que 12, ça ne le permet pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus du 12 pour assurer la bonne acoustique entre les étages? On a une isolation plus performante au niveau acoustique. On a travaillé dès le début avec un acousticien parce que les bâtiments mixtes, en structure mixte, sont très sensibles de point de vue acoustique. Donc, on a travaillé dès le début avec un spécialiste et on a dû augmenter l'épaisseur et la qualité de l'isolant acoustique. Mais ça marche très bien et en habitant là, je peux vous dire, j'habitais avant dans un bâtiment neuf avec 25 cm de béton et j'entends pas plus aujourd'hui. Pas moins non plus, mais pas plus en tout cas. Et donc, ça fonctionne assez bien si on maîtrise bien les détails. Une particularité peut-être sur la participation chez nous, c'est la localisation, c'est-à-dire ce n'est pas la coopérative qui décide qui a quel appartement, mais c'est les habitants qui se mettent autour de la table et se mettent d'accord qui prend quel appartement. Nous, on a fait ça 2 fois où vous mettez toutes les familles avec la même taille d'appartement dans une pièce. Et après, vous fermez à clé et vous revenez 2 heures plus tard. Non, vous engagez quand même un facilitateur et ça a très bien marché. On n'a pas eu de problème parce que le système d'attribution, on l'a développé avec les habitants. Et on a vite vu qu'en parlant des vues, peut-être problématiques comme le vertige et autres, les gens se sont vite éloignés de leur premier appartement de rêve. Aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a dit moi, je regrette le choix que j'ai fait ou je veux absolument à la prochaine occasion changer d'appartement. Donc ça, c'est vraiment très bien quand on fait ça avec les habitants parce qu'on évite des frustrations si on a une attribution un peu neutre ou par, disons, une entité, disons, comment dire, un organe supérieur. Et Ouli, oui. Justement, donc, par rapport à ça, donc, tu disais que les habitants donc, ils doivent prendre des parts sociales de la coopérative, mais ils achètent l'appartement aussi? Non, ou, non. C'est un bail, ils sont locataires aussi, c'est ça? Ils sont locataires. Ils mettent 5% des fonds propres parce qu'on a le grand avantage à Genève, mais c'est très particulier à Genève, que l'État il nous donne une garantie pour les banques et on doit mettre que 5% des fonds propres tant qu'on fait du logement social. Et ces 5%-là, ils sont avancés pendant la phase chantier ou par l'État ou par la coopérative en grande partie, mais au moment de l'aménagement, c'est les coopérateurs qui prennent l'appartement, qui met les parts sociales, ce qui correspond à peu près à 5 à 6 000 francs par pièce. Donc, si on a 5 pièces, c'est entre 25 000 et 30 000 francs des parts sociales qu'on récupère le jour qu'on quitte l'appartement.
Et après, on paye les loyers qui couvrent les frais d'exploitation, les intérêts du crédit, les amortissements et une toute petite marge pour payer aussi des impôts et des choses comme ça. Et donc, par exemple, il n'y avait pas des loyers différents en fonction du type d'appartement, enfin, je veux dire, à surface égale, il n'y a pas de loyer différent sur celui qui est au dernier étage ou celui qui est au rez-de-chaussée? Non, on a une toute petite différence aussi par rapport à l'orientation parce qu'on a des bâtiments qui sont orientés, si je retourne vite, désolé. Disons, ça c'est plus ou moins sud-sud-est. Et donc, ceux qui habitent là derrière, ils sont nord-est, ils ont quand même beaucoup moins de soleil que les autres. Et eux, toute la partie qui est plus au nord, ils ont des loyers plus bas, mais légèrement, hein, c'est peut-être 1%, 2% de moins. Et le premier étage, il est 50 francs moins cher que le 5e étage pour le même appartement. Donc, il y a 10 francs de différence sur le loyer complet. Entre les bâtiments, les logements plus bas et les logements plus hauts dans l'immeuble. Donc, c'était juste pour montrer un peu qu'on a fait un effort, mais on ne voulait pas faire trop de différence non plus. Ok, merci. Oui, comme je disais avant, une particularité chez nous, on n'a pas de voiture individuelle, donc on a un autopartage qui s'appelle chez nous en voiture Simone. On a pour les 65 logements 32 foyers membres. Les autres n'ont ou pas de voiture ou pas de permis même. On a 2 exceptions maintenant. Nos 3, c'est des sages-femmes qui ont besoin d'une voiture de fonction. Mais tous les autres, les 32 foyers membres de En Voiture Simone, ils se partagent 8 voitures où on paie 50 centimes les kilomètres, tout compris. Donc, on ne paye pas des réservations à l'heure ni d'autres compléments. Donc, ça, c'est… maintenant, ça fait 4 ans qu'on fonctionne comme ça et ça marche très bien avec 8 voitures. On a par contre 23 places de parking qu'on nous a obligés d'acheter à l'époque. Et avec tout, on n'utilise pas plus que 11. Donc, avec un prix de parking de 47 000 francs par place, c'est un investissement assez important. Voilà, l'autre chez nous ici qui est particulier, c'est le cacarouzel. Donc, c'est un compostage dans la salle de bain qui est quasi autonome. Il y a une séparation des urines qui part directement aux égouts, mais le reste est composté sur place et n'a même pas besoin d'aller au composteur centralisé comme c'est mentionné ici à gauche. Pardon, je dois vite boire quelque chose. Oui, vas-y. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque projet, vous avez expérimenté une solution différente pour la gestion de l'assainissement. Oui, parce que ici, disons, l'extérieur autour de nos bâtiments, c'est une copropriété. À Soubeyran, on a le terrain et à nous. Donc, ici, on n'a pas osé de parler avec les autres promoteurs d'une STEP dans l'espace commun extérieur. Donc, on s'est dit, on va développer un système qui est indépendant, mais qu'on peut installer aussi dans un bâtiment existant en vieille ville, par exemple. Si on densifie la vieille ville ou à la fin, les réseaux existants, il est plutôt arrivé à limite. Ils ont testé ça, il faut dire, les architectes ont testé ça au premier. Et les architectes et la direction de travaux, après, c'était les premiers habitants et aujourd'hui, il y a 7 appartements qui ont ces toilettes-là. Mais il y a derrière, dans la salle de bain, toutes les installations, c'est une obligation légale. Et si quelqu'un veut renoncer à ça, on doit juste démonter ça et monter une cuvette classique. Et on n'a pas osé non plus de l'installer d'office partout parce que c'est tellement expérimental qu'à la fin, on ne peut pas obliger quelqu'un. Oui, culturellement, c'est quand même un sacré gap d'avoir des lombrics dans ses sanitaires. Oui, tout à fait.
Et bon, ils ont eu quelques problématiques comme des moucherons parce qu'ils sont allés chercher la terre dans le parc à côté. Et bon, il y avait des œufs de moucherons dedans, etc. Donc, ça fait 4 ans maintenant qu'ils expérimentent différents types aussi des produits biologiques pour éviter ce type de nuisances. Mais ça marche assez bien. Donc, et l'autre qui en fait encore, je sais pas, non, j'ai pas fait de photo de ça. Ça, c'est juste une vue intérieure des cuisines. C'est la séparation d'urine qui on filtre et on fait le pitribon, donc l'engrais à base d'urine. Et dans les cadres de ces projets, on a créé ensemble avec le bureau qui a fait Soubeyran, le bureau ATBA, quelques collègues à nous, architectes et ingénieurs d'environnement, et le fameux Philippe Mouret-Genoux, une association qui s'appelle ANECO, qui aujourd'hui est chargée plus ou moins de tout le projet d'assainissement alternatif, en tout cas en Suisse romande, mais aussi déjà aussi en partie en France, et qui profite beaucoup des expériences que nous on a fait, mais qui nous aident aussi à développer la suite de nos projets. Et donc, ceux qui n'ont pas le système du cacaroussel, ils ont un assainissement normal, en fait. Tout à fait. D'accord. C'est juste ceux qui sont liés à la production du pitribon, ils ont des toilettes à séparation. Ah oui. Sinon, c'est trop pollué. Et sinon, il y avait une question de Nadia. Je ne sais pas, là, on a pris un parti un peu spontané de t'interrompre. Oui. C'est pas très facile aussi les présentations en visio en solitaire. Et Nadia qui pose la question sur la gestion du parc automobile, l'entretien. Oui, mais on a créé une association, l'association Voiture Simone, qui a un comité, ils sont 4, qui gèrent ça de façon bénévole. Ils ont maintenant un membre qui reçoit quand même un petit dédommagement parce que lui, il se charge d'amener les voitures en garage s'il y a des défauts, et ça un peu à tout moment. Et ils ont on a commencé à développer aussi l'informatique et tout avec des chercheurs du CERN, mais dans la production des petits appareils, on n'est pas arrivé jusqu'au bout, il y avait toujours des petits problèmes. Donc, on a arrêté un peu. Pour le moment, il fonctionne à l'ancienne avec un carnet de lait et une boîte à clés dans un bâtiment. Les gens inscrivent les kilomètres qu'ils ont parcourus. À la fin du mois, il y a le trésorier qui fait les factures. Et voilà, ça marche très bien. Le problème qu'il y en a, c'est dès que ce n'est pas la voiture, disons, personnelle, les gens font un peu moins attention. Donc, il y a un peu plus de bugne. Et après, courir derrière et savoir qui l'a fait, ce n'est pas toujours évident. Mais en règle générale, ça marche très bien, y compris pendant l'été où on pensait avant qu'il y a une grande pénurie de voitures, mais à la fin, ce n'est pas le cas. Voilà. Je passe peut-être au niveau quartier, parce que là, on est très engagé. C'est un premier quartier. Aujourd'hui, on est engagé dans 5 quartiers différents. Mais ça, c'était un peu notre premier terrain de jeu. Donc, Meyrin, je ne sais pas si quelqu'un connaît Meyrin, c'est la première cité satellite en Suisse, fait par, entre autres, Gustave Ador, qui était un élève de Les Corbusier. Dans les années 50, Meyrin avait 3500 habitants. Dans les 15 ans qui suivent, ça va jusqu'à 15 000. Dans les années 80, il y a un deuxième quartier qui se rajoute, Champ-Fréchet. On arrive quasi aux 20 000. Et aujourd'hui, avec les Bergers, on est à 25 000 habitants. Autant de places de travail, parce qu'on a aussi l'aéroport et le CERN dans notre terrain. Et 140 nationalités différentes. Quelques images juste de la cité. Et l'idée de créer les vergers, c'était aussi d'être dans la continuité de l'existant de la cité. Donc ça, c'est avant. On voit encore le champ. Il y avait juste le centre sportif qui était déjà construit.
Ici, vous avez une première image de la diversité des maîtres d'ouvrage. Donc, chaque couleur, chaque hachure représente un autre maître d'ouvrage. Ceux qui sont hachurés là avec les traits, ça c'est des superficiaires, c'est-à-dire les coopératives et la fondation communale. Donc, ils ont essayé de panacher un peu dans tous les quartiers pour ne pas créer un quartier trop uniforme au niveau de la population. Pour préciser, ça s'appelle une zone de développement selon la loi genevoise, la LGZD. Et dans ces zones, jusqu'à présent, il fallait construire 50% du logement social, dont la moitié contrôlée par l'État à 50 ans, l'autre moitié au moins 50 ans, mais aussi plus. La deuxième moitié, 25 ans minimum. Du loyer libre à 25% et de la PPE à 25%. Ça a changé entre-temps. Aujourd'hui, on est à 3/3 entre logement social, logement loyer libre et PPE. Et ici, le superficiel, elles ont surtout construit du logement social. Et on s'est fait payer des sous par les propriétaires privés, aux promoteurs privés parce qu'on leur a donné le droit de construire des PPE et du loyer libre. Une autre contrainte dans ces quartiers qui est, je trouve, assez intelligent, on doit construire 60% de logements de 4 pièces ou moins. 4 pièces chez nous, c'est 2 chambres, salon et cuisine. 30% max de 5 pièces, donc 3 chambres, salon, cuisine. Et pas plus que 10% d'appartements plus grands que les 5 pièces. Donc, ça fait une mixité quand même aussi au niveau des foyers, qui peut être assez intéressant. Ici, un plan du quartier paysager avec quelques idées sur la topographie. Donc, on a quand même pas mal de pentes entre la ruelle en haut qui est là et la ruelle en bas qui est celle-là. On a 13 mètres de dénivelé. Ce qui peut être intéressant peut-être pour quelques-uns, une grande partie des excavations sont finies sous ces 3 places des jeux de foot qu'ils ont rehaussé de 4 mètres pour ne pas devoir évacuer des grandes quantités de terre. Et ce que vous voyez là, c'est les parkings. On a 3 parkings souterrains sur 2 niveaux avec une densité de 0,8 places pour 100 mètres carrés surface brute plancher sur la totalité. Et c'est des parkings mutualisés entre visiteurs et habitants qui partent toujours sur l'idée qu'une grande partie des gens en journée partent quand même. Et donc, on peut utiliser les places aussi pour les visiteurs. Voilà, tout ça a été développé avec une charte qui a beaucoup de thèmes, disons, définis. Cette charte, elle était contraignante uniquement pour le superficiaire, donc pour les coopératives et la fondation. Ils n'ont pas pu obliger les propriétaires privés de respecter tout ça, sauf le label Minergie A, donc qu'on doit produire autant d'énergie qu'on consomme. Ça, c'était inscrit dans le plan localisé de quartier. Donc, ça faisait office de loi. Quelque chose qu'ils ont aussi installé en même temps, qui est très intéressant, c'est le lac des Vernes. La cité, quand elle a été construite dans les années 80, elle n'avait pas de réseau séparatif. Hein, et pour ne pas devoir créer tout un réseau pour le relier à la ville de Genève, ils ont eu l'idée de créer un lac artificiel qui récolte tous les eaux pluviales de la cité et qui après, via le nom d'Avril, renvoie ça au Rhône. Et ce lac, il peut doubler son volume en cas de crue. Et il a aussi, là il y a quelques images, il y a aussi la fonction de rejet d'eau du chauffage. Et ça, c'est assez particulier ici. On pompe l'eau du Rhône. Là, on voit le Rhône en bas.
on la pompe dans les puits de Penay, on amène tout ça dans des conduites existantes depuis longtemps, dans une zone industrielle qui est ici, bon, c'est tout ça, une grande zone industrielle où on a beaucoup de bâtiments à refroidir, y compris l'hôpital de la Tour. Et tout ça, on amène après dans les quartiers pour chauffer les quartiers. Et après, quand disons, la chaleur baisse de nouveau, on rejette tout ça dans le lac des Vernes et ça retourne, c'est la ligne bleue, ça retourne de nouveau dans le Rhône. Donc, on a un circuit intéressant et un système de chauffage quand même très écologique. Et ça, c'est pour quel type de bâtiment? C'est pour les bâtiments des coopératives seulement? Non, non, c'est pour les quartiers entiers, c'est 32 bâtiments. Donc, il y a une PAC centrale pour les 32 bâtiments, et donc pour 1250 logements, et c'est alimenté en eau chaude et chauffage. Et ça couvre le tout. La particularité de ce quartier encore est qu'on a travaillé avec la commune dès 2014 sur la participation de développement de quartier avec les futurs habitants. Là, vous avez un peu tous les intervenants. Donc, il n'y a pas que les coopératives et la commune, mais aussi des habitants déjà de la cité, les promoteurs, les associations et aussi les futurs usagers. On a fait... Moi, ça, c'est un peu moins intéressant, à part le fait qu'il y en a un budget de 360 000 francs sur 3 ans pour financer tout ça, sous toute cette démarche, notamment sur le thème aménagement extérieur, utilisation des rez-de-chaussée, donc comment repartir les arcades pour ne pas avoir chez le même la banque, la pharmacie et les médecins, et qu'en endroit, et la démarche participative en général. Pour financer tout ça, tous les maîtres d'ouvrage du quartier ont mis ensemble 360 000 francs sur 3 ans. Et ça nous a permis de faire plein de choses, comme par exemple ce forum ouvert en 2014, qui a amené à la création de 12 groupes de travail. Dans le petit cadre à droite, on voit que 11 parce que le 12e groupe, c'était la création de cette plateforme. Donc, c'est l'outil déjà lui-même. Et le thème principal qui est sorti à ce forum ouvert en 2014, c'était l'alimentation. Et lors des 2 jours de travail, ils l'ont appelé de la fourche à la fourchette. Et il faut savoir qu'il y a pas mal de gens engagés dans la agriculture contractuelle qui habitent les quartiers, qui vraiment avaient dès le début cette idée d'installer par exemple des lieux de transformation. Donc, il y a une boucherie, une laiterie, une boulangerie. Donc, l'idée est de produire dans les quartiers, de faire un quartier de production, de transformer, ensuite de distribuer dans un supermarché ou autrement, d'utiliser ça pour la restauration et à la fin de recycler aussi de nouveau sur place et de faire tout ça dans un cercle plus ou moins fermé. Et ça c'était pas toujours facile, mais on a quand même réussi de faire ça. Et pour le cofinancier, en 2019, on a créé ensemble avec 5 coopératives et la Fondation Mérin et la commune, la Fondation Qualité de vie des quartiers, qui pendant 5 ans retient une partie des loyers. Donc, c'est les habitants qui payent ça avec leur loyer. Et qui permet de créer un budget de 4,7 millions pour la construction du supermarché participatif et pour la mise en place de la boulangerie, boucherie, laiterie ainsi que de l'auberge participative. Donc, c'est des projets qui sont hyper riches et intéressants, mais on ne peut pas les caser sans problème dans un budget de construction de logements, non plus en Suisse. Hein. Ce n'est pas qu'on roule sur l'or non plus quand on fait du logement social. Et ça, c'était une façon de trouver de l'argent en collaboration ou en accord avec aussi l'État
de retenir de l'argent sur le loyer pendant 5 ans pour investir dans des projets qui donnent une plus-value au quartier, mais aussi à chaque habitant qui cofinance ces projets. Est-ce que tu peux préciser, retenir de l'argent sur les loyers? Les Oui. loyers de qui? Là, on a 5 coopératives. Donc, chaque coopérative, elle a introduit un montant qui n'est pas le même pour chaque coopérative parce que ça dépendait un peu des marges qu'on avait dans le plan financier. Mais par exemple, Équilibre paye à peu près 1500 ou retient à peu près 1500 francs par appartement moyen. C'est-à-dire, on ne baisse pas le loyer pour autant. Parce qu'entre les plans financiers initiaux et le plan financier d'entrée dans le logement, on baisse déjà pas mal le loyer. Parce qu'au début, on doit faire un plan financier initial pour l'Office cantonal des logements avec des taux hypothécaires autour de 3% pour éviter qu'il y a des problèmes pendant le chantier et qu'on déplafonne le loyer maximal qui est admis en Suisse ou à Genève pour le logement social et qui est autour de 5 300 francs par pièce par an. Donc, ils ont un calcul un peu spécial. Et quand on arrive à l'éménagement, on doit déjà baisser une première fois le loyer. Et chez nous, c'était déjà une baisse de 12 à 13% par rapport au prix initial. Et là, on devrait encore une fois baisser à peu près de la même, dans le même ordre de grandeur. Mais ils nous ont permis de prendre la moitié de cet argent pour l'investir dans les quartiers et l'autre moitié, on doit mettre dans une caisse qui nous sert le jour que les taux remontent. Donc, c'est assez compliqué à Genève. Mais c'est une façon de ralentir ou de retarder un peu la baisse des loyers pour investir dans des projets de quartier. Est-ce que ça répond plus ou moins? Oui, ça reste compliqué, mais… Oui, c'est compliqué. Mais même pour nous, c'est compliqué. C'est la première fois que ça s'est fait à Genève. Entre-temps, ce système a fait des petits, aussi avec des améliorations encore. Donc, mais c'est un bon outil. Alors, j'en profite pour glisser une info que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Philippe Madec a dit que le prochain ouvrage collaboratif qu'il voulait qu'on fasse au sein du mouvement de la frugalité, c'était l'économie de la frugalité. Alors évidemment, c'est l'économie de la construction écologique, mais je pense aussi ce genre de projet. Voilà. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous ressolliciter pour essayer de comprendre dans les détails. Oui. En tout cas, ce qu'on voit aussi, enfin, je ne sais pas, Willy, mais sur d'autres aussi projets coopératifs, c'est qu'il y a une marge de toute façon à un moment donné qui est dégagée. Et comme tu le dis, en fait, si cette marge est réinvestie au service des habitants d'un quartier, ça donne aussi des moyens, des capacités pour faire des choses. Et c'est ça qui, d'ailleurs, en termes de modèle économique, est intéressant à creuser, parce que quand on dit à un élu aujourd'hui, vous savez, alors, c'est pas aussi simple que ça, que tu viens de l'expliquer, mais comment on construit justement ces nouveaux modèles économiques qui permettent, avec la production d'un logement, de dégager des marges qui sont réinvesties au service des habitants. Et donc, je ne sais pas quel est le système qu'on pourrait comparer en France, hein, parce que là, c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter à chaque fois, c'est-à-dire d'inventer autrement le cadre de ce modèle économique. Et ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant, enfin, je trouve. Quand on voit que les collectivités aujourd'hui sont exemples, qu'elles se posent des questions sur comment financer un équipement. Et alors, bon, voilà. Et donc, évidemment, la question d'ailleurs des opérateurs privés, hein, et donc du modèle économique de la production du logement privé, est aussi à mettre au regard de, par exemple, ce que vous êtes en train de faire au Verger. Oui, ce qui est encore la difficulté aujourd'hui, qui est souvent dans les opérations, on part sur l'idée que c'est un bâtiment et pas un contexte quartier. Et donc, la loi, elle prévoit plein de choses qu'on peut faire dans un bâtiment, mais elle ne prévoit pas d'intégrer des frais liés à un quartier.
Et c'est ça qu'on est en train de travailler avec le canton, mais aussi avec la Confédération. Donc, je fais partie d'une commission fédérale qui essaie d'introduire la possibilité de mettre dans le loyer aussi des coûts par rapport à l'animation d'un quartier ou des projets de quartier. Parce qu'à la fin, ça ne nous sert à rien d'avoir un joli bâtiment dans un quartier qui ne fonctionne pas. Donc, mais la loi aujourd'hui, elle ne prévoit pas ça. Elle est vraiment très, très focusée sur le bâtiment lui-même. Un autre aspect, c'était la gouvernance. En 2018, les maîtres d'ouvrage du quartier ont donné mandat à un groupe d'habitants de réfléchir sur comment gouverner ce quartier. Pas un thème facile. On a travaillé avec une facilitatrice et on a vite vu que la première problématique était déjà de considérer les autres pas comme un coopérateur, un propriétaire privé et un locataire, parce que c'est quand même des statuts un peu différents, mais de considérer un voisin. Et ça nous a pris déjà un certain temps, même dans le langage. Et bon, après, il y a un petit virus qui nous est tombé dessus, comme chez vous, qui est malheureusement a stoppé tout élan et toute démarche participative à ce niveau-là. Donc, on avait prévu de faire une grande assemblée du quartier. Ça n'a pas marché. Et là, on est en train de relancer, mais on voit qu'après 2 ans d'absence, de participation ou quasi-absence, on doit faire un travail assez gigantesque pour reconquérir le terrain qu'on avait déjà avant. Et c'est pas évident et c'est parfois un peu frustrant, mais ça reste un thème à travailler. Mais dans des quartiers qui sont très diversifiés au niveau de la population, entre propriétaires, coopérateurs, locataires tout court, et différents niveaux de logement social, c'est pas évident de mettre les gens autour de la table parce qu'ils ont aussi des niveaux de initiation à la participation qui sont très différents. Voilà, ici encore 2-3 petites photos du quartier aujourd'hui. On voit en bas à droite l'auberge qu'on a pu réaliser. En haut à gauche, vous voyez la fève, c'est le supermarché participatif. On a la production de légumes dans les quartiers, en haut par le professionnel, par la coopérative agricole, aussi une création du quartier. Ça n'existait pas avant, c'est la coopérative agricole qui a été créée par et avec des habitants professionnels qui entretient aujourd'hui les 15 hectares du quartier et qui produit sur 6000 m² des légumes. En bas à gauche, on a les potagers, on a 11 potagers aujourd'hui et l'association, c'est la plus grande association du quartier avec à peu près 350 ou 400 membres cette année. C'est peut-être la plus grande réussite et pour moi toujours une clé de réussite dans un quartier parce que c'est l'endroit où les gens se rencontrent, se parlent et oublient d'où vient l'autre. Là, c'est absolument intéressant pourquoi celui-là, il a des jolies framboises et l'autre des tomates incroyables et on discute autour de ça et on ne pose pas la question, tu habites dans quel immeuble? Toi, tu es un propriétaire. Et donc, le potager, c'est vraiment un lieu de rencontre assez incroyable dans ce quartier. Peut-être tout au début, on avait discuté des questions d'autogestion aussi chez nous. C'est un peu aussi la question au niveau du quartier. Et des échecs qu'on peut avoir là-dedans. Je pense que c'est toujours intéressant de parler des échecs parce qu'on grandit avec. On a fait cette expérience chez nous, les bâtiments sont autogérés. Seule chose qui fait la coopérative, c'est encaisser le loyer et gérer les paiements des intérêts, d'amortissement de crédit et la gestion de ces relations-là. Mais le nettoyage des immeubles, l'entretien des immeubles, aussi au niveau technique, c'est dans les mains des habitants. Il y a un contrat
une convention entre l'association d'habitants qui chez nous, c'est les funambules, et la coopérative. Et la coopérative, elle nous paye un montant quand même assez important. Ici, c'est 50 000 francs environ à l'année pour l'entretien des immeubles. Et c'est hors frais de travaux. Donc, s'il y a des travaux, il y a un budget supplémentaire. Et c'est l'équivalent de ce qu'elle paierait à une régie pour s'occuper des immeubles et pour faire nettoyer les immeubles. Et nous, on a engagé 4 voisins comme concierges qui nettoient que le rez-de-chaussée pour être toujours propre, qui travaillent ensemble les 4, 60 heures par mois et qui assurent cet accueil toujours propre dans nos immeubles. Tous les autres surfaces, donc les locaux communs et les étages supérieurs, sont nettoyés par les habitants. Et ça nous permet d'économiser beaucoup d'argent. Donc, on a un budget aujourd'hui pour l'association d'à peu près 30-35 000 francs à libre disposition des habitants. C'est-à-dire, ce n'est pas que chacun il peut dépenser l'argent, mais il y a une commission finance qui attribue chaque année à des montants à des locaux communs, mais aussi à des projets extraordinaires. Et ça, c'est vraiment un système super intéressant. Et nous, on a fonctionné toujours au début en plénière, en assemblée des habitants mensuellement, avec des prises de décision en consentement. Et au bout de 2 ans, c'était le grand clash autour de la question du bruit émis par des gens dans la salle commune et par rapport aux habitants au-dessus. Et on n'arrivait absolument pas de gérer cette situation avec ce système de décision au consentement. Et à un moment donné, on a dit non, mais probablement, ce n'est pas le système adapté à nous. Et on a repris contact avec Xavier de Stoppani, qui je vous ai montré tout au début, qui a écrit le programme du concours avec nous, donc qui nous connaissait depuis de nombreuses années. Et on a travaillé ensemble plusieurs mois sur une nouvelle proposition. Et aujourd'hui, on fonctionne avec des cercles, un cercle central et des cercles thématiques. Et les décisions se prennent dans les cercles, donc on doit faire plus de confiance à aux voisins. Mais en même temps, on est aussi moins sollicité. Et les assemblées des habitants, qui s'appellent chez nous les discussions, parce que c'est toujours le 10 du mois, c'est devenu un lieu de rencontres, d'échanges et aussi de célébrations. Donc, c'est beaucoup plus relax qu'avant. Et on est très content avec ce résultat, même s'il y a toujours aussi des petites problématiques. Et en parallèle, on a formé tous nos habitants qui étaient intéressés en communication non violente. Donc, ceux qui étaient intéressés, ils ont fait 4 jours de formation chacun. Et on est aujourd'hui au 3e cycle de formation parce qu'il y a quelques-uns qui sont arrivés plus tard ou que l'intérêt s'est réveillé plus tard. Donc, les derniers font leur formation aujourd'hui. Et voilà, et ça nous a aidé beaucoup pour enlever les conflits dans la vie d'ensemble, dans la vie commune. On a en même temps toujours encore des décisions qu'il faut prendre ensemble, notamment par exemple actuellement, on a décidé de donner un montant assez important pour un projet pour aider les réfugiés ukrainiens. Et ça, c'est une décision qu'on prend en assemblée générale et là, c'est au vote. Et si on a des importantes décisions à prendre, on convoque une assemblée générale des funambules et on prend une décision par rapport à un thème précis. Voilà, je crois là, j'ai beaucoup parlé. C'était vraiment super. Après, je suis un peu déçue par les échecs parce que moi, j'entends juste que vous êtes passé à une des formes hautement reconnues de la gouvernance partagée qui est celle des cercles. Vous ne pouvez pas rester tout le temps en plénière, mais bon, c'est pas un échec. J'entends que vous continuez à avancer. Oui, non, mais l'échec d'avoir… on a quand même travaillé pas mal sur l'idée du consentement. Et pour nous, c'était quand même un échec de dire non, on n'arrive pas.
dans les séances où on était quand même souvent 50, 60, de se mettre d'accord. Et pour beaucoup, c'était assez douloureux comme expérience. Et c'était un grand soulagement de voir qu'avec le cercle, à la fin, ça fonctionnait beaucoup mieux. C'était peut-être le mauvais départ. Et ça, ouais, c'était chouette. Après, on a eu beaucoup de chance. Hein. On a vraiment pas eu beaucoup d'échecs. Et on a très vite, on a essayé aussi d'éviter les échecs, notamment au niveau financier, quand on a vu que on avait, au moment de la dépose d'auteur, on avait 1 million à économiser sur à peu près 28 millions. On s'est dit, il faut tout de suite réagir, il faut il faut voir où on peut économiser avec plein de variantes pour dire, est-ce que vous êtes d'accord de renoncer à telle et telle chose. Par exemple, ils étaient d'accord de renoncer plutôt au revêtement de sol, donc au parquet, qu'à des locaux communs. Parce qu'on a dit, bon, le revêtement de sol, on peut faire plus tard. Et on a réussi à faire... à économiser et même de prendre des décisions où à la fin on a choisi le plus cher pour avoir l'accessibilité dans quasi la totalité des appartements à des salles de bain PMR. On a fait des douches à l'italienne qui coûtent plus cher qu'une douche normale ou une baignoire. Mais on a pris la décision que ça faisait partie de notre concept d'un habitat intergénérationnel. Et donc, on a pris la variante plus chère et on a économisé ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant quand on a un concept, une idée de base et on implique les futurs habitants vraiment de façon assez intense aussi au début, qu'on peut prendre ces décisions et c'est partagé après. C'est pas le poids sur le pilote du projet toute seule. Et alors, et donc l'auberge, l'entreprise agricole ou le supermarché, ça fonctionne aussi? Oui, disons, il n'y a aucun qui ait fait des fortunes et je pense qu'on va devoir le soutenir encore très longtemps. Mais ils existent et puis l'auberge a ouvert le premier été de Covid, donc ils n'ont pas encore vraiment pu décoller, mais en même temps, les habitants sont très fidèles, ils ont un super programme musical, ils ont des chambres d'amis, c'est vraiment un super lieu qui est très, très apprécié dans le quartier. Donc, ça va prendre encore 2-3 ans pour vraiment être équilibré dans le budget, mais je pense qu'ils ont vraiment toutes les chances de leur côté. La fève, on aimerait bien l'agrandir, donc on avait déjà fait le projet qu'il y avait sur l'image avant. Ça a été rejeté par, je crois, à peu près 8 habitants du quartier qui ont fait recours au permis de construire parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas un intérêt public. Ils ont gagné malheureusement. Donc, pour le moment, c'est un magasin trop petit pour vraiment être rentable. Mais actuellement, on est en train de faire une étude sur 5 autres lieux où on pourrait installer l'agrandissement de la fève. Et une fois qu'elle est plus grande, qu'elle a plus de produits, elle devrait quand même fonctionner mieux. Et elle fonctionne complètement comme beaucoup de projets aussi en France sur le bénévolat. Et la coopérative agricole, elle, c'est une vraie coopérative agricole dans le sens, ils ont une ferme qui est juste à côté du quartier, qui a été abandonnée pendant 20 ans. Et c'est un bâtiment historique et la commune, elle a investi pas mal d'argent pour rénover ce bâtiment et pour le donner aujourd'hui à la coopérative, qui a aussi des petits cochons et plein d'autres animaux. Il les entretient toutes les surfaces dans les quartiers, donc tous les nettoyages des chemins et autres, c'est dans leur cahier de charge, mais ils produisent aussi. Et ça, c'est génial. Et ils sont, comment dire, épaulés par la commune qui prend un peu comment dire, les responsabilités dans des moments critiques, notamment quand il y a la neige, parce que
petite coopérative, elle n'a pas ni assez de monde, ni des machines assez importantes pour déneiger les chemins. Et c'est là où la commune, elle reprend le relais et elle assure ses services. Et ça, c'est des petites collaborations comme ça qui sont intéressantes pour créer des choses plus justes, mais peut-être qui arrivent dans les premières années pas à vivre toute seule. Super. Peut-être rajouter, Ouli, c'est qu'il y a quand même eu, pour que ce projet puisse sortir de terre, un élu Oui. qui est aussi un sacré personnage et qui a quand même été un peu la cheville aussi ouvrière voilà, de l'émergence de ce quartier, en fait, de tout ce que tu viens d'évoquer là. Alors, qui n'est plus aujourd'hui, je crois, maire ou… Non. C'est ça, mais Pierre-Alain Tchoudy, qui est quand même un peu aussi une des pièces maîtresses de tout ce que tu viens d'expliquer, hein, parce que Oui. donc, il y a quand même derrière, au départ, une volonté politique extrêmement volontariste, Oui. qui a aussi permis d'accompagner toute cette démarche. Oui, non, ça c'est sûr. On a eu pendant toute la construction du quartier un conseil administratif, donc l'exécutif de la commune qui était très visionnaire, notamment et en premier lieu Pierre-Alain. Mais on a eu aussi un conseil municipal quand même assez intelligent. Il faut savoir que c'est un conseil municipal qui est plutôt de droite. Mais le conseil administratif, c'est un vert, une socialiste et un du centre, libéral. Et les CM, en général, ils ne vont pas forcément très gauche. Mais quand ils ont décidé de construire du logement, ils se sont dit qu'il faut faire un truc bien. Donc, c'est le CM qui, à l'unanimité, a voté de faire un écoquartier et de mettre la barre assez haute. Pour dire, ben, au moins, on est sûr que ça ne devient pas n'importe quoi. Et il y a aussi un peu ces petites coïncidences que parfois on arrive à convaincre des gens qui on n'arrive jamais à convaincre par des petits carottes à droite et à gauche de faire quelque chose d'extraordinaire. Et je pense aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup qui sont contents du résultat. Et contents de pouvoir dire qu'eux, ils ont mis aussi leur pierre à l'édifice. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la coopérative toute seule qui aurait pu rendre ce projet possible, c'est aussi parce que sur ce lieu, il y avait des élus qui étaient là pour… Oui, disons, des élus et une administration très engagée. Parce que les élus, ils ont surtout décidé en 2006, je crois, d'en faire, ou 2008, d'en faire un écoquartier. Et après, ils ont fait une loi de ça et ils se sont arrêtés un peu là. Hein, ils ne sont pas allés beaucoup plus loin. À part l'exécutif qui nous a accompagnés pendant tout le processus. Mais après, ils ont mis à notre disposition vraiment les services au niveau communal. Et c'est-à-dire, on n'était pas, c'est pas qu'on pouvait aller au guichet. On a vraiment parlé avec ou travaillé avec les chefs de service. Et ça nous a permis, et nous, c'est les groupes de maîtres d'ouvrage, donc c'est vraiment l'ensemble des maîtres d'ouvrage, d'aller très vite de l'avant et de ne pas discuter pendant des semaines avec un petit collaborateur. J'ai rien contre ces structures, mais en même temps, si on veut faire un quartier de cette taille-là et aller de l'avant, ben, on a besoin de travailler avec les chefs de service. Et là, ils ont vraiment tout fait pour… Et pour vous dire, la ville des Mérins, elle vient de gagner le prix Wacker. C'est un des prix les plus importants au niveau du urbanisme, architecture, patrimoine en Suisse. Et on a pu accueillir hier les conseils fédéraux, donc les 7 personnes les plus importantes, ou les 8, y compris la chancelière ou le chancelier. Les 8 personnes les plus importantes au niveau politique de la Suisse, ils étaient hier dans le quartier, devant la FEV, donc à gauche là. Ils ont fait leur sortie annuelle.
Et c'était une belle récompense parce qu'il n'y en a pas beaucoup de communes en Suisse qui peuvent dire que le Conseil fédéral est passé par là. Et ils étaient accueillis un peu mieux que M. Macron ces derniers temps. Super. Ben, peut-être Franck, tu peux reprendre la parole. Sinon, on laisse chacun poser des questions. Je voulais juste préciser que voilà, on a parmi nous des gens qui sont aussi très engagés dans des choses, alors comparables peut-être pas, mais en tout cas sur les mêmes pistes. Donc il y a Anna Lucia et François Martin qui ont parlé tout à l'heure de EPOC, là, qui est une structure qui aide à l'habitat participatif en Bretagne. Il y a Caroline qui anime le groupe Frédéric Frugalité des Savoies, qui porte aussi un projet d'habitat participatif. Geneviève aussi, qui est architecte, qui porte ça. Et on a avec nous donc la coopérative d'architecture FAIR, qui porte un projet de foncière citoyenne en Île-de-France, qui s'appelle Commun. Et peut-être, si Baptiste ou Yvan veulent nous en dire un mot après le tour des questions, je pense que ça pourrait être intéressant. Bien sûr. Ouais, mais est-ce qu'il y a des questions? Ouais, moi j'ai une question. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a dans la programmation des opérations en accession une recherche un peu équivalente en termes d'innovation, de programmation, de mutualisation, ou est-ce qu'on est vraiment sur du logement classique? Bon, j'essaie de répondre, je ne suis pas complètement sûre si ma réponse est juste. Disons, c'est la bonne réponse. On a des logements très classiques, mais on a aussi on travaille aussi sur des clusters. Maintenant, on travaille sur des projets intergénérationnels où on essaie de mixer des personnes âgées avec des étudiants. On fait de l'intégration des personnes handicapées avec une programmation liée à ça, aussi à l'accompagnement. Sinon, on est dans un logement assez classique parce qu'on est dans du logement social. Donc là, on est très pris par la loi genevoise sur la construction du logement. Ouais, ça va dans quel sens de programmation? Non, mais en fait, je pensais plutôt les opérations qui justement sont en accession, qui sont à côté des opérations des coopératives. Est-ce qu'il y a une homogénéité entre les opérations ou est-ce que c'est vraiment de la promotion Oui, c'est la promotion tout court. C'est la promotion tout court. Et souvent, c'est assez drôle, ils sont beaucoup plus chers, mais avec des typologies beaucoup moins intéressantes souvent. Ça reste très dans les classiques, disons, des logements, parce qu'on est tous soumis à la même loi, mais ils ne font pas un travail supplémentaire d'introduire des locaux communs et autres. Donc ça, c'est vraiment très spécifique aux coopératives. Et même la fondation communale, elle a introduit maintenant, je crois, 2 chambres d'amis dans le quartier, mais elle a, je ne sais pas, 300 appartements. Et une petite salle commune par immeuble. Mais tous les autres immeubles, ils sont complètement classiques et même pas du tout adaptés aux défis qu'il y en a aujourd'hui, donc les locaux vélos au 2e sous-sol et des choses comme ça. C'est des gens qui... on a un bâtiment où ils ont fait un accès d'un côté où les gens ne peuvent pas arriver vraiment en chaise roulante ou en mobilité réduite depuis la rue. C'est la propriétaire qui se plaint, mais c'est elle qui a fait le projet avec son architecte. Et donc, on a des expériences comme ça dans le quartier. Et donc, l'écoquartier n'a pas du tout réussi à s'imposer ou à emmener la promotion privée Non. Non, parce que ce n'était pas contraignant pour le promoteur privé, à part la performance énergétique. Mais malheureusement, cette performance énergétique, elle se réduit vraiment à des chiffres, c'est-à-dire à 50% des bâtiments, ou même plus, c'est du béton avec une isolation extrudée et un crépi plastique. Et avec toutes les difficultés qu'ils ont en été parce que les gens crèvent de chaud et voilà. Donc
ça n'a pas sensibilisé autant les promoteurs privés parce que beaucoup, ils construisent, ils vendent et à la fin, c'est la question de qui retire le plus de bénéfices au niveau de la vente. Et au niveau de l'implication dans le quartier, justement, est-ce qu'il y a un clivage qui se crée entre les coopératives qui ont cette tradition de gouvernance partagée et les propriétaires classiques, ou est-ce que ça arrive quand même à infuser du côté des propriétaires cette envie de gouverner ensemble? Oui, il y a 2 niveaux. Et il y avait pendant le chantier, on avait 2 instances. Une, ça s'appelait la plénière, c'était les 7 propriétaires historiques des terrains, et le groupe de maîtres d'ouvrage, le GMO, qui était composé surtout des superficiaires et de la commune, même si tous les autres étaient invités. Ils ont invité dans le sens, on voulait qu'ils partagent, mais ils n'étaient pas intéressés de travailler sur un projet social plutôt du quartier. Et donc déjà là, il y avait un premier clivage, mais ils ont quand même payé pour le budget participatif, ça il faut toujours souligner, à l'auteur d'un tiers. Un tiers, c'était la commune, un tiers, les superficiaires. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas participé, mais pas très activement. Et malheureusement, ils n'ont pas fait le travail de vraiment informer leurs acquéreurs, par exemple, appartements par étage. Et comme ça, il y a des gens qui sont arrivés qui ne savaient pas que c'est un quartier où il n'y a pas de voiture en surface. Ils ne savaient pas que, je sais pas, que l'eau chaude arrive que 2 fois par jour, donc il faut avoir des grands ballons d'eau chaude dans les immeubles. Et bon, ça peut arriver qu'à 15 heures, si tout le monde a pris 1 heure de douche, il n'y a plus d'eau chaude. Et tout ça, eux, ils ne voulaient pas informer sur des trucs un peu critiques les gens qui ont acheté chez eux. Et c'est tout tombé après sur la commune et aussi les superficiaires où les gens ils se sont plaints. Et pourquoi chez vous ça va, mais chez nous ça ne marche pas. Et donc ça crée des tensions. Et aujourd'hui, on est un groupe qui est quand même mélangé propriétaire, mais ce n'est pas propriétaire d'immeubles, plutôt propriétaire d'appartements, engagé dans le quartier et coopérative qui essaie maintenant de recréer quelque chose et d'intégrer un peu tout le monde. Escouli, tu peux aussi peut-être dire quelques mots sur les projets que vous avez en cours, ou d'après ce que j'ai compris dans les demandes formulées par Benoît, c'est que vous êtes encore en train de chercher à développer d'autres types d'outils pour gérer les arcades, pour gérer, voilà. Oui. Comment se présentent un peu vos nouvelles expériences? Oui. On a créé ensemble avec pas mal de partenaires, donc la Chambre d'économie sociale et solidaire de Genève, une régie citoyenne, le RECI, qui commence maintenant à gérer d'arcades d'une fondation, une fondation publique, pour trouver vraiment des gens qui ont un vrai concept et pas juste envie de louer une arcade bon marché. Ça, c'est un premier pas et tout est en vue de la création du quartier Grosselin, Pave Grosselin, qui est depuis des années annoncé par notre conseiller d'État Antonio Gers comme quartier des coopératives. C'est un quartier dans une zone industrielle où il prévoit être 3500 logements à peu près, avec une densité autour de 3. Et nous, on veut bien mettre, disons, construire là-dedans, mais construire vraiment la ville là-dedans, y compris la question alimentaire, la question de gestion d'arcade, d'introduire vraiment une mixité, une péréquation des loyers. Et donc, Récit a été un peu créé dans ce sens-là. Et depuis, ça fait 5 ans maintenant, on travaille aussi avec le Forum Grosselin qui s'est créé autour de ce projet de quartier sur des concepts au niveau énergétique, au niveau gestion d'eau, sur l'intergénérationnel. Là, on fait une étude au niveau fédéral sur l'habitat pour 4 générations, où on va faire une maquette
à l'échelle réelle d'un appartement à Grosselin. Et on essaie de trouver beaucoup de thèmes pour les plus qu'habiter. Donc, construire du logement, maintenant, on les connaît. Et ça fait des années qu'on fait… Bon, je ne sais pas si vous connaissez à Zurich, il y a le projet Mehr als Wohnen, donc plus qu'habiter. Et longtemps, chez nous, ça s'appelait comme ça aussi. Aujourd'hui, on dit c'est le projet Transition. Donc, il faut qu'on s'engage aussi dans l'économie. Ouais, ce sont des projets comme ça, aussi des créations de fermes urbaines. Et ça, on a dans plusieurs projets. Et à Rollier, c'est les Charpines à Plan-les-Ouates. C'est la commune qui, à la fin, a pris l'initiative de créer déjà une coopérative de gestion de toutes les surfaces commerciales avec un montage qui est un peu spécial, c'est-à-dire les constructeurs, promoteurs privés comme coopératives, ils doivent construire 5% de leur surface et le mettre à disposition gratuitement pour toute la durée de leur droit de superficie. Chez nous, ça fait, je crois, 350 mètres carrés d'arcade au rez-de-chaussée, avec une perte annuelle d'à peu près 70 000 francs, perte locative. Et on doit mettre ça à disposition gratuitement de la coopérative du Rollier, qui après fait une péréquation pour laisser ou pouvoir placer dans ces arcades des porteurs de projets plutôt sans but lucratif ou avec but lucratif limité, mais d'utilité publique. Et ils gèrent après aussi les parkings. Donc, c'est tout un grand pot. Et on a encore peu de visibilité sur ça. Et pour nous, c'est très, comment dire, c'est pas dur, mais c'est quand même au niveau financier, c'est un gros truc où on ne voit pas encore très bien à long terme comment tenir ça. Aujourd'hui, on a des taux hypothécaires très bas, mais un jour que ça remonte, ça peut être important. Mais il y a des choses comme ça qui sont en train de se créer, où à la fin, on est en collaboration public-privé et on peut faire des choses intéressantes. Et après, l'autre volet, c'est toujours, ça reste l'assainissement, on continue. À partir du prochain projet, on a la STEP sous le bâtiment, donc plus dans les aménagements extérieurs. On travaille sur l'homologation des engrais. Et au niveau énergétique, maintenant, on travaille sur le stockage. Donc, stockage d'énergie saisonnier pour être un peu plus indépendant au niveau des énergies qu'on doit prendre ailleurs. Avec quel type de stockage? À l'eau. Dans le sol, du coup? Oui. Non, mais pas dans le sol. Non, non, pardon. On a un stock de 500 mètres cubes d'eau chaude qui est alimenté l'été ou dès qu'il y a du soleil par des panneaux thermiques et qui après réchauffe le bâtiment quand on a besoin. D'accord. Au Canada, je crois qu'ils font pas mal ça dans le sol en profitant en fait pour profiter de l'inertie thermique du sol. Oui, et ça, chez nous, c'est pas toujours le sol qui, disons, c'est souvent le sol qui ne permet pas de faire ça. Et dans le projet, on fait ça. On a le problème qu'on a un tunnel autoroutier dessous, donc on n'a pas le droit de creuser. J'ajoute pour votre information, hein, c'est que vous pouvez évidemment aller visiter leurs opérations et dans la politique de la coopérative Équilibre, il est prévu, alors je ne sais pas aujourd'hui comment vous arrivez d'ailleurs à répondre à toutes les sollicitations, mais vous aviez aussi intégré le fait d'avoir du temps consacré pour expliquer ce que vous faites. Oui. Et c'est pour ça que quand on interpelle la coopérative, moi j'ai emmené les élus lyonnais, la nouvelle équipe municipale, enfin et même métropolitaine, hein, juste après les élections à Meyrin, pour qu'ils comprennent justement ce qui était en train de se passer ici. Et la COP Équilibre s'organise, enfin, et ça aussi, je trouve que c'est vraiment intéressant dans la politique que vous menez, hein, c'est-à-dire derrière, vous voulez disséminer, vous voulez que ça infuse, vous voulez que ça, y compris la politique que vous menez avec d'autres coopératives, hein, vous n'avez pas ambition, enfin, à moins que ça ait changé, mais de devenir une énorme, non, par contre, vous accompagnez d'autres démarches, ça c'est aussi intéressant.
Oui, mais nous, on a vite vu que grandir, ça n'a pas toujours un avantage. Et surtout quand on a des valeurs fortes et on veut les défendre. Et on a décidé de travailler plutôt avec des primo-coopératives, donc des coopératives qui viennent de se créer, qui n'ont pas encore fait des projets. Comme ça, on peut les accompagner et coacher. Et on a toujours cet élan de ceux qui font la première fois un projet. Donc, ça nous ramène un peu aussi à nos racines, à nos sources. Et en même temps, ça fait qu'on n'a pas cette pression qu'on doit toujours faire plus et plus et plus. On a des confrères ou consoeurs qui tout d'un coup ont 700 logements en création et 5000 membres. Et ça, on ne veut pas parce que tout d'un coup, la participation, ça ne se fait plus. Et donc, on préfère de coacher et d'aider. Par exemple, on travaille avec une coopérative, une primo-coopérative qui s'appelle la Bistoquette à Genève, qui construit 100 logements, donc même plus que nous, on avait fait d'un coup. Et nous, on est assistant de maîtrise d'ouvrage pour faire un peu le garde-fou, parce qu'ils n'ont pas encore construit avant, ils ont aussi pas mal de problèmes. Et nous, on est là pour aider un peu à faire ces promotions, parce qu'on ne voulait pas se lancer dans un projet de cette taille. J'avais une question qui allait un peu dans ce sens-là, au niveau de la diffusion plus globalement de l'habitat participatif en Suisse. Là, on a vu des opérations qui sont plutôt urbaines, qui sont pilotées par une COP qui est rodée, avec des élus visiblement qui étaient bienveillants. Est-ce que aussi vous avez soit une offre, soit une demande d'habitat participatif en mode plus diffus, en rural, avec des initiatives qui sont peut-être plutôt celles de petits groupes d'habitants et qui ne sont pas très rodées, avec des élus éventuellement dubitatifs sur le sujet? Comment ça se présente? Oui, on a plusieurs cas de figure. Dans le rural, en général, les gens cherchent quand même plus la propriété. Donc, vu que nous, pour le moment, on ne fait pas ça, et je pense même que c'est contradictoire avec la coopérative participative, bon ça, c'est mon point de vue, ça intéresse moins les gens dans les zones où on est plutôt en mode propriété. On voit ça, par exemple, même dans le Tessin, donc la partie italienne de la Suisse. J'ai eu beaucoup de discussions avec la famille qui ne comprend pas le système coopératif parce qu'on achète. Et tu dis, ouais, mais on n'a pas tous les moyens pour acheter. Donc, il y a moins de sensibilisation au niveau aussi des élus par rapport à des choses comme ça. Mais on a, par exemple, un cas où il y a une commune en canton Vaud, donc à 30 km d'ici, à Burtigny, où c'est la maire qui aimerait bien réaliser un projet en coopérative participative, qui a déjà un terrain, un projet et tout, mais elle ne trouve pas des gens qui sont intéressés par ce projet. Et c'est très rural comme projet, c'est vraiment pas un projet urbain. Moi, j'ai essayé de monter une coopérative participative en canton Vaud avec des confrères de Lausanne. Et disons, elle est morte, la coopérative. On a essayé 5 ans de trouver l'intérêt dans des communes, un terrain et des gens intéressés. Et on avait quelques gens intéressés, mais ils voulaient toujours être dans l'urbain. Et dans l'urbain, on ne trouvait pas de terrain. Donc, on est allé même dans le Valais pour demander à des communes là-bas, mais ça ne les intéressait pas non plus. Donc, on l'a beaucoup dans les zones urbaines avec une forte pression sur le logement, qui est le cas à Genève, qui est le cas à Zurich. Donc, on a beaucoup de coopératives, surtout participatives, mais coopératives en général à Zurich. Bâle aussi, Berne, ça se développe un peu, mais c'est toujours les centres urbains. Est-ce qu'on avait évoqué, quand on travaillait sur Genève, cette idée aussi d'intervenir sur du patrimoine existant, en disant peut-être qu'il y a là aussi une nouvelle étape à franchir pour vous, qui consisterait cette fois-ci à reconquérir un bâtiment existant, et Dieu sait qu'il y en a à reconquérir. Ça, vous avez eu quelques pistes, vous avez avancé. Comment tu vois les choses? On a essayé.
Le problème est aussi dans les contextes urbains d'acheter une maison à Genève, c'est quasi impossible. Ça devrait être quasi un leg ou quelque chose de quelqu'un qui dit l'habitat coopératif, c'est intéressant. Parce que les promoteurs privés, ils achètent n'importe quel immeuble ou pour le raser ou pour le rénover et louer plus cher. Donc, nous, vu qu'on ne peut pas faire de bénéfices, on n'a pas les moyens pour acheter. On a quand même essayé, mais dans un contexte plus rural, à Verrières, donc pas loin de la téléphérique, donc tu sais bien où c'est, vraiment dans le village. Et c'était un joli contexte avec 6-7 logements possibles. Et c'était une famille qui, à la fin, ils n'étaient pas très d'accord entre eux, mais un peu alternatif quand même. Et ils ont dit, pourquoi pas une coopérative et tout. Et à la fin, ils se sont mis d'accord qu'ils gardent l'immeuble et disons la maison et ils font un truc en famille. Donc, on a testé, mais pour le moment, on n'a pas encore trouvé quelque chose. Et la transformation des bureaux, ça, on est en train de discuter pas mal avec des confrères. Par exemple, Marcelin Barthazar. Mais là, on a le problème qu'on a des immeubles bien situés, mais c'est souvent des investisseurs qui, à la fin, s'en fichent si c'est vide, si c'est pas vide. Donc, ils ne vont pas vendre parce qu'ils se disent peut-être un jour, il y a quand même quelqu'un qui va louer. Surtout dans la zone des organisations internationales, on a des magnifiques sites, mais ils sont vides depuis 10 ans. Et ceux qui sont vides, c'est dans les zones industrielles que normalement on ne peut pas utiliser pour l'habitat. Ou qui sont trop éloignés des services publics où à la fin il fallait de nouveau une voiture. Et c'est là où pour le moment on n'a pas encore trouvé l'accès. Mais on continue et il y a toujours aussi la question des coûts. Si on doit acheter un tel bâtiment transformé qui est quand même souvent un peu plus compliqué, on risque d'être plus cher que sur des terrains dans les zones de développement. Peut-être comme précision, les zones de développement, c'est surtout des anciennes zones agricoles qui ont été déclassées en zones constructibles et le prix du terrain, il est plafonné par l'État à 450 francs le mètre carré. À Genève, on va jusqu'à 10 000 francs le mètre carré selon. Et le quartier dont tu parlais, là, sur une zone industrielle, c'est quoi? C'est une reconversion de foncier en friche? Oui, oui, tout à fait. Il y a des entrepôts ou des bâtiments, mais qui ne sont plus utilisés, c'est ça? Partiellement, ça va être une opération sur à peu près 40 ans, parce qu'il y a encore de droits de superficie pour certaines entreprises industrielles qui vont durer encore 30 ans, 35 ans. Donc, ça va être, c'est assez sportif comme travail. Mais l'État, il est propriétaire de 80% de terrain là-bas, donc qui peut donner après un droit de superficie aussi pour du logement. Et actuellement, ils ont créé une fondation PAV pour essayer de convaincre des gens qui ont aujourd'hui des dépôts et autres de se déplacer plutôt en dehors de la ville, comme par exemple dans la zone industrielle ici à Mérin, pour libérer des terrains là-bas et pour pouvoir commencer à construire du logement. J'avais une question, je voulais rebondir sur ce profil d'habitants qui seraient intéressés ou pas intéressés à la location plus qu'à la propriété privée, vice-versa. Comment, enfin, je me pose la question, comment ça se fait qu'il y ait des personnes intéressées au locatif social en coopérative, donc il faut donner quand même des parts, alors que j'imagine, je ne sais pas comment fonctionne en Suisse, il y aurait aussi la possibilité d'être qu'en locatif social standard. Pourquoi venir? Pourquoi être intéressé? Enfin, je me pose la question. Oui, ça dépend déjà du régime du logement social, parce qu'à Genève, on a surtout 2 systèmes. C'est le habitat mixte, ce que nous, on construit en général, ou du loyer modeste, habitat loyer modeste. Et
Et l'habitat mixte permet d'avoir des gens subventionnés et non subventionnés dans le même logement, mais c'est le locataire qui est subventionnable et pas le logement. Donc, si votre situation financière change, vous pouvez de nouveau ou plus avoir la subvention. Et ça fait qu'on a une mixité sociétaire qui est assez intéressante parce qu'on a des gens en même temps qui sont à l'aide sociale comme des gens qui gagnent 15 000 francs. Et ça fait dans l'immeuble déjà une belle mixité sociale. Je suis aussi dans le conseil de fondation de la fondation communale ici à Meyrin. Et nous, on a surtout des bâtiments en HLM, donc habitat à loyer modéré. Et c'est des ghettos, hein. Selon la taille de l'immeuble. Là, on a un avec 115 appartements. C'est hyper difficile à gérer. On a quasi que des gens qui sont à l'aide sociale. Et c'est toute une autre approche. Donc, les gens, ils se disent, moi, je préfère d'investir ce 5%, qui quand même, par rapport à une propriété classique, c'est un quart de fonds à mettre. Et j'ai une ambiance, j'ai cette sécurité de pouvoir avoir des subventions au cas où que ma vie change. Mais en même temps, j'habite dans une petite bulle sociétaire bien mixte et avec pas trop de problèmes au niveau des conflits parce que c'est un ghetto. Et en tout cas, moi, je trouve très intéressant là, toute la réflexion sur le foncier. Effectivement, cette histoire-là de prélever sur des loyers des services d'utilité publique, enfin, je vais dire des services publics, mais bon, d'intérêt général. Et c'est étonnant comme à ce niveau-là, je trouve qu'il y a deux réflexions qui sont vraiment convergentes entre les préoccupations écologiques et sociales. J'essaie de travailler donc sur cette histoire effectivement de redéfinition du foncier en termes de services écosystémiques, c'est-à-dire effectivement la valeur du foncier, la valeur du loyer par rapport au foncier, c'est aussi par rapport aux services que donne un terrain alors pour l'infiltration de l'eau, pour la production alimentaire et pour des services sociaux. Donc là, ça serait des services sociaux écosystémiques. Et je trouve vraiment hyper intéressant que ce type de projet soit pas forcément dans la théorie, mais dans les actes, en train de poser toutes ces questions-là. Et je ne sais pas, est-ce que Yvan, tu pourrais raconter un petit peu justement, Yvan ou Baptiste, donc de la coopérative FAIRE, Fabrique d'architecture innovante et responsable, raconter le projet de la coopérative, de la foncière citoyenne commun. Oui, ben c'est un projet qui est né il y a presque un an, il y a à peu près un an maintenant. Pour l'instant, on est encore sous forme d'association, on est très très loin de ce que fait Équilibre. On est très inspiré, enfin qu'on a découvert Équilibre grâce à Franck qui en a parlé ici. Ça nous a, enfin, on a pensé que c'était aussi le type de chemin qu'on voulait suivre. En fait, en France, l'habitat participatif existe depuis très longtemps, mais il y a pas, enfin, si, il y a une foncière citoyenne qui s'appelle Habitat et Partage à Lyon. Et c'est le seul, enfin, à ma connaissance en tout cas, c'est la seule expérience qui sera assez proche en fait des coopératives suisses. Et donc, ce qu'on essaie de monter à Paris, c'est aussi une coopérative comme Habitat et Partage, donc foncière citoyenne, sachant que on a des difficultés il y a un modèle financier en France qui fonctionne de manière assez différente de la Suisse. Par exemple, les emprunts en Suisse, ou les prêts hypothécaires, ce que vous appelez prêts hypothécaires, sont de très longue durée, enfin de durée assez longue en Suisse, alors qu'en France, c'est beaucoup plus court, enfin, sauf pour les bailleurs sociaux. Bon, voilà, c'est le type de problème qu'on rencontre en France, mais on travaille dessus aussi pour pouvoir lever ces problèmes. Et puis, bien sûr, il y a les questions de trouver du foncier, etc., mais c'est qui sont la même chose. Donc, on est quand même au tout début, mais vous pouvez, enfin, on a un site web qui s'appelle commun avec un s.cc, comme Creative Commons, et sur lequel il y a, on peut déjà s'inscrire à la newsletter et puis avoir quelques informations sur ce projet. Donc, bienvenue, merci. Et donc à l'aventure. C'est un projet donc pour
créer du logement participatif locataire avec quelque chose qui ressemble à ce que nous a raconté Ouli, où les locataires en fait sont des sociétaires. Absolument, ça serait une forme de coopérative. En fait, en France, la loi Allure, donc depuis 2015, permet d'avoir des coopératives d'habitants de la même manière que vous en Suisse. On peut, effectivement, la plupart aujourd'hui de l'habitat participatif n'est pas sous forme de coopérative. Les coopératives représentent vraiment une minorité. Mais on peut donc faire des coopératives avec un système de redevance, donc un peu comme un loyer, et qui fonctionnera à peu près de la même manière, avec aussi des parts sociales qu'on peut du coup restituer quand on part du logement, et ce qui permet aussi d'avoir un modèle non spéculatif, sachant qu'en France, enfin comme partout je pense dans le monde, la spéculation immobilière fait que les logements sont très chers, deviennent de plus en plus chers, et ce modèle non spéculatif permet justement de garder des prix assez bas, et donc c'est un moyen pour en pensant à l'avenir, de garder des logements à bon marché. Alors, sauf que c'est une question peut-être à tous les deux, à Ouli et à Yvan. J'ai l'impression que dans le projet commun, il y a vraiment cette dimension foncière, donc de réussir à acquérir du foncier, et qui n'est pas forcément quelque chose que vous avez cherché à équilibre. Vous êtes plus dans la coopérative d'habitants, donc principalement sur des formules de bail amphithéotique, si j'ai bien compris. C'est l'État qui reste propriétaire du foncier. Oui, mais c'est une question de moyens et c'est un peu en train de changer parce que ces dernières années, on était toujours plutôt on disait les petits poissons dans un bassin de requins quand il s'agissait de trouver un terrain en dehors des zones de développement en main d'entités publiques. On a un premier projet, on achète le terrain. Là, on dépose l'autor, et quand on a l'autor, on peut payer et enfin acheter le terrain. Mais ça, c'est à la fin un propriétaire qui voulait, à côté de son jardin, pas avoir un projet de promoteur. Et il a dit, moi, je préfère équilibre à côté. Donc, il nous a proposé le terrain. Et donc, disons, on est passé devant les promoteurs. Mais ça, c'est très, très rare. Et en même temps, dans les zones de développement, le but était qu'il y a un prix fixe et donc il n'y a pas de spéculation dessus. Mais en même temps, il y a toujours des petits pots de vin et des choses comme ça. Là, il ne faut pas penser que ça n'existe pas. Et nous, on n'a pas ça. On n'a pas des fonds qui nous permettent d'investir dans des choses à fond perdu. En tout cas, pas dans ces ordres de grandeur-là. Et donc, pour le moment, on ne trouve pas de terrain à acheter. On avait fait un concours de 3 ou 4 investisseurs aussi sur le Lavaux, donc c'est la côte vaudoise du lac Léman, sur un joli terrain et la construction d'une 40aine de logements. Mais on n'a pas gagné non plus parce que nous, on a dit pour faire un logement social, on ne peut pas dépasser tel et tel niveau de loyer. Pour construire en plus de façon très écologique, ça aussi, ça nous coûtera plus cher que d'autres. Donc, on a calculé un prix très honnête, mais on était plus bas que les autres. Donc, et voilà, après, on se dit, on a des valeurs à défendre, donc tant pis. Et si on ne trouve plus de terrain, on ne va plus construire, on va essayer de trouver d'autres terrains de jeu. Ok, est-ce que, voilà, donc, moi j'espère que tous les gens qui seront ici auront compris le projet de Yvan et qu'on va tous abonder avec nos millions dans la coopérative commun pour qu'en Île-de-France on puisse racheter le foncier et stopper la spéculation. Est-ce que c'est un mot de la fin qui vous convient ou... Alors non, moi j'ai une petite question, juste, désolé. Non, mais sur cette histoire de foncière, du coup, ce serait sur du marché libre. L'idée, ce serait de fonctionner sur du marché de foncier libre, d'aller concurrencer du promoteur, justement. Ou est-ce qu'il y a une idée aussi d'aller voir du côté des OFS ou d'essayer d'aller sur des fonciers où il y a une volonté politique qui permettrait de proposer autre chose que juste le meilleur prix?
ouais, pour le moment, on est vraiment en cours de recherche de foncier. Donc, si on nous propose des baux amphithéotiques, hein, on n'est pas du tout fermé à ça, au contraire. Par contre, pour les EFS, pour l'instant, l'idée, c'est pas de créer un EFS. Pour les EFS, c'est plutôt les bailleurs sociaux qui peuvent les créer pour le moment. Et il y a, enfin, on le voit dans le mouvement de l'habitat participatif, il y a une vraie concurrence entre justement l'habitat participatif et les EFS, sachant que contrairement au modèle belge, par exemple, des organismes fonciers solidaires, en Belgique, je crois que les citoyens sont très impliqués et ça reste un modèle qui vient des citoyens pour ensuite s'imposer au pouvoir public. En France, c'est encore, enfin, c'est très vertical, ça vient du pouvoir public et c'est proposé aux citoyens, mais qui n'ont aucun levier sur la gouvernance. Donc, contrairement à l'habitat participatif, les EFS ne sont pas forcément le bon moyen, enfin, ça ne semble pas être le bon moyen en France, en tout cas, de faire des logements qui soient vraiment proposés, enfin, fabriqués par les citoyens, par les habitants. Mais, voilà. La volonté de commun, c'est vraiment ça, c'est que les habitants se réapproprient la question du logement, contrairement justement aux promoteurs, quand on fait des sortes de produits et qui... il y a eu un rapport l'an dernier sur la question du logement qui montrait qu'en 20 ans, la qualité des logements s'est largement dégradée, notamment par cette volonté de faire des logements toujours moins chers. Pas forcément moins chers pour les habitants, mais à bon marché pour les promoteurs, pour les vendre, pour faire des profits plus importants. Voilà. Après, il y a aussi toute cette piste des bailleurs sociaux citoyens. Je pense que, enfin, on aura l'occasion d'en reparler, Yvan, mais je pense qu'il y a sûrement moyen d'utiliser le modèle BRS et OFS. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 20 h. Normalement, on fait un tour des actualités de la frugalité, mais voilà, il y a donc les réunions nationales, les rencontres nationales le 24, 25, 26 à Bordeaux. Le manifeste le manifeste qu'il faut continuer à signer pour ceux qui n'ont pas encore signé. Donc, et acheter le petit livre. Ah oui, le livre. Ah oui, le manifeste à signer. Il y a le petit livre Commune frugale, la révolution du ménagement. On continue à tourner en présentation en librairie. Et donc, un futur ouvrage collaboratif, on ira revoir Équilibre sur la question de l'économie de la frugalité. Et on ira voir Yvan aussi. Merci infiniment, Ouli. Je trouve que moi, personnellement, c'était à la hauteur de ce que nous avait vendu Franck il y a déjà 10 mois. Hein, ça fait longtemps qu'on vous attend. Hein. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez que je vous envoie la présentation en PDF? Avec plaisir. Avec plaisir. Et donc, Ouli, là, il y a Zoom qui enregistre automatiquement, donc avec une qualité qui n'est pas exceptionnelle. Hein. Mais je vous enverrai donc à Franck, à toi, l'enregistrement brut. Et on voit ce qu'on en fait, si c'est facile de le réutiliser. Moi, je trouve que c'est quand même vraiment intéressant de partager ce genre de démarche. Quoi. Ouais, mais pour moi, allez-y, disons, moi, je ne vais pas me regarder dans une vidéo. Donc, moi, ça m'est un peu égal et je n'ai rien dit que je n'aurais pas le droit de dire. Donc allez-y. D'accord, même sur les toilettes sèches, tu ne regrettes rien. Hein. Non. Et vous avez dans le chat aussi les liens avec les dossiers que produit... pour ceux qui n'ont pas encore éventuellement vu, les posters sur chacun des projets que vous pouvez télécharger facilement. Rediffuser. On les remettra sur le nuage frugal, là, le nuage de la frugalité à télécharger. Ouais. Et je vous envoie aussi un qui en a fait un résumé sur l'expérience de 10 ans des systèmes d'assainissement alternatifs. Ah, bah, super. Donc, Geneviève, hein, j'espère que tu as bien retenu l'assainissement, le prochain projet. Attention, hein. Voilà, c'est super. Et merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci infiniment et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.